une. Je suis une. Et il n'y a pas de temps entre nous. Je suis là depuis le commencement et bien avant. Et je serai jusqu'à la fin qui ne sera jamais. Je suis l'amour qui se déroule dans toutes les illusions, en quête de sa propre essence, sous les déguisements qu'il emprunte. Rien ne peut me réduire ou m'emprisonner. Je suis la liberté, mais aussi la curiosité qui m'a lancé dans un corps aventure pour un aveugle voyage hors de toute certitude dans la tourmente des pôles écartelés. Je suis l'écho des vents d'Éden et le goût attardé sur la langue de l'eau de la source. Je suis l'immuable qui veut connaître le désir. Je suis la vie qui veut connaître la mort. Que j'en doute ou que j'y crois, même si je l'oublie à chaque fois. Merci Anna-Louise Fontaine. Merci pour cette belle lecture de ton poème qui s'appelle Une. Et tout à l'heure, on va te retrouver pour 2 autres poèmes. Alors, mon nom est Richard de Bessonnet et j'ai le plaisir de vous inviter à rencontrer Anna-Louise Fontaine, une poète qui habite les Laurentides, on peut le dire, le nord des Laurentides un petit peu. Et on va commencer d'emblée. Est-ce que tu es une autodidacte, toi qui écris de la poésie, surtout orale, on va en parler, est-ce que tu te considères comme une autodidacte? Bien, dans un sens, oui, parce que je n'ai pas étudié en littérature, mais j'ai toujours suivi mon élan, mon cœur pour certains textes, certains poèmes, mais pas tant que ça, dans le fond, pas tellement. Et puis, mais ça m'a nourri. Puis, au moment où j'ai eu vraiment le besoin d'écrire, ça m'est apparu évident que c'était une voie privilégiée, dans ce sens que c'est facile pour moi, beaucoup plus facile que de m'exprimer par la peinture, le dessin, la sculpture, parce que c'est comme instantané. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un environnement propice chez toi? Est-ce qu'il y avait des livres? Est-ce qu'il y avait... Oui, j'ai toujours reçu des livres, j'ai toujours eu des livres à la maison pour mon âge, mais je ne peux pas dire qu'il y avait une bibliothèque avec des auteurs des grands auteurs. Des grands auteurs, c'est ça. Mais par contre, je ne restais pas tellement loin de la bibliothèque et moi j'avais la chance, si on peut dire, d'avoir des sœurs qui ne lisaient pas beaucoup, qui ne prenaient pas de livres à la bibliothèque. Alors je partais avec les 4 cartes et j'allais faire le plein de lecture à chaque semaine, c'est-à-dire je revenais avec 12 livres à chaque semaine. On te permettait de prendre des livres sur Oui, c'est ça. Mais mes sœurs me demandaient quand même d'en prendre parfois pour elles, pour leur lire des histoires, exemple, pour les faire pleurer. Ou pour les... Wow! Dis-moi, est-ce que la poésie, c'est au même niveau que d'autres formes d'écriture par rapport, par exemple, au journal ou au récit de vie? Non, pas vraiment. On peut dire que le journal ou le récit de vie, c'est les formes que j'emprunte quand j'ai vraiment besoin de communiquer ce que je vis, et j'écris à ce moment-là pour me faire entendre, pour me faire comprendre. La poésie, c'est spontané, c'est quelque chose qui me vient et je n'ai aucune idée de ce que je vais dire, de ce que je vais raconter. Souvent, je suis surprise de relire ce que je viens d'écrire. On dirait que je m'absente un peu, que ça peut s'apparenter peut-être à l'écriture automatique, mais c'est ça. C'est vraiment une révélation pour moi. Ça révèle des choses de moi que je ne connaissais pas nécessairement avant. Est-ce que tu sais à peu près aujourd'hui, tu pourrais nous dire quand est-ce que tu as commencé à écrire vraiment? C'est devenu... Si c'est la poésie, c'est, je dirais, il y a 20 ans maintenant seulement. Au moment où, je vais raconter la petite histoire dont je t'ai déjà parlé, j'ai une de mes amies, une très grande amie, qui m'a dit une spécialiste du déni comme toi. Alors j'étais très surprise parce que j'ignorais même que je pouvais faire du déni. Alors j'ai entrepris de me visiter de fond en comble et de nommer par des poèmes qui me venaient assez spontanément
toutes les parties de moi que je n'avais pas vraiment voulu regarder avant. Les hontes, les colères, les impuissances, tous les secrets que j'ai pu retracer aussi. Et j'ai commencé à chercher dans mon histoire, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui m'ont précédé et celles qui m'ont précédé, mes parents, mes grands-parents, pour donner aussi une parole à ce qu'ils pouvaient avoir vécu et qui n'avaient pas eu la chance d'être dit. La chance dans le sens que, d'après moi, je cite quelqu'un que je ne me rappelle pas le nom malheureusement, mais ce qui peut être nommé peut être guéri. Wow. Alors, c'est l'entreprise que j'ai prise de guérir mon histoire, y compris dans celle de mes parents et de mes grands-parents. Alors, j'ai revisité au complet, enfin, on n'est jamais sûr de ça, mais le plus que je pouvais. Et ça m'a été d'une grande utilité pour me connaître. Est-ce qu'on peut dire que l'école jouait un rôle quelque part dans l'éclosion de ta volonté d'écriture? D'une certaine façon, mais je dirais surtout... Ou des enseignants. Une certaine enseignante, oui. qui, j'étais en 10e année, je pense. Est-ce qu'on peut la nommer? Oui, Madeleine Turgeon. Formidable. Qui était une femme formidable, justement, c'est le mot, qui nous a... On était un groupe de filles, il y avait seulement des filles dans ma classe, et qui nous a initiés à la poésie. C'est-à-dire qu'il nous a permis aussi d'en dire, d'en réciter, en nous encourageant à mettre beaucoup d'émotions dedans. Puis c'était même un concours, c'était rendu entre les filles, laquelle mettrait le plus d'intensité dans ce qu'elle disait. On faisait des boîtes à chansons en dehors des heures de cours aussi. C'est elle qui organisait ça. Fait qu'on récitait ou on chantait les chansons. Chantais, toi? Oui, ou je récitais des fois des chansons parce que souvent j'étais plus touchée par le texte que par ma capacité, parce que je commençais à apprendre la guitare, mais je n'étais pas très douée. Alors, ça m'a permis aussi d'écouter la musique, les paroles, pour pouvoir les reproduire et pour pouvoir montrer aux autres quelles émotions ça réveillait en moi. Alors, cette professeure, je la remercie infiniment. Justement, en parlant d'études, on a des peintures de toi derrière ici. Est-ce que tu as étudié en art? Oui, j'ai étudié en art. C'est toujours un... Ben, je viens de famille d'artistes. Mon père était peintre. Ma mère, un peu plus tard dans sa vie, s'est mise à faire de la sculpture. C'était des gens très... Ils voulaient s'exprimer. Oui, puis qui encourageaient beaucoup notre forme d'expression, quelle qu'elle soit, nous autres aussi. Et entre autres l'écriture, parce que ma mère m'a toujours vue comme une journaliste, je ferais quelque chose du genre. Okay. Et elle trouvait que j'écrivais bien aussi, même si j'écrivais pas souvent. Et, je constate que les couvertures de tes livres sont des œuvres de toi. Oui. Alors, on peut dire que l'art a quand même servi aussi. Oui, absolument. Tout est, en passant, je le souligne ici, ton livre que je connais mieux, moi, qui s'appelle Les démons de la sorcière. Pourquoi la sorcière? Tiens, une question qui n'était pas prévue. Ah, ok. Ben, la sorcière, c'est un surnom que j'ai reçu bien gentiment, dans le sens de sorcière bien-aimée. Dans ma tentative de guérir tout ce qui était en moi, j'ai aussi développé mon intuition pour guider, pour accompagner des gens dans cette même démarche. Et je travaille avec un pendule pour rendre claire mon intuition et pour pouvoir... orienter ton écriture un petit peu? Te guider? Non, pas pour l'écriture. Là, c'est pour l'accompagnement des autres personnes. Parce que, dans le fond, on est tellement tous pareils et on vit tellement tous et toutes les mêmes émotions et les mêmes choses que j'ai voulu cacher longtemps. Tu sais, les gens sont pris avec ça, avec la difficulté d'exprimer ce qu'on appelle l'ombre qui les habite. Et c'était comme une mission que je m'étais donnée, non seulement pour moi-même, mais pour aider les autres à le faire aussi. Et ça nous amène à parler de la catharsis. C'est le sujet qui t'intéresse. Et on va le faire tout de suite après. Je vais te demander de faire une autre lecture et de prendre le banc du poète. Je te laisse lire ton texte. Merci beaucoup.
si jamais, et si les mots ne venaient plus au rendez-vous que je leur donne dès que je m'ennuie au dehors, si les mots ne voulaient plus me libérer des illusions tenaces et n'allaient plus ranimer mon espoir défaillant, si les mots ne me poussaient plus hors des habitudes et des chemins déjà parcourus, s'ils allaient me manquer et me laisser glisser dans la peur sans la démasquer de ses ruses, et ne plus m'entraîner loin des sirènes trompeuses, s'ils allaient se lasser de ma quête toujours recommencée et de ma mémoire si peu fidèle, s'ils allaient me délaisser et m'abandonner comme un amour se mourant, alors que je n'ai encore rien dit du désir qui me consume, désir de connaître l'auteur délirant de cette pièce dont on ignore s'il faut en rire ou en pleurer, où l'on brandit son catéchisme ou son drapeau sans le moindre doute, alors que la vérité se meurt, le temps s'éloigner du cœur, laissé pour obsolescence sur le bord de la route. Merci bien, Anne-Louise. Alors, on allait aborder le sujet de la catharsis, volonté de purification. Peux-tu nous en parler un peu? Parce que je crois que c'est quelque chose qui est important pour toi dans ton écriture. Oui, les mots, surtout l'écriture que je qualifiais tantôt d'un peu automatique, me permettent vraiment de me faire découvrir les choses en moi qui ont besoin d'être dévoilées, les choses que suite à mon déni qui a duré de nombreuses années, sont encore dans l'ombre. Alors, c'est pour ça que je peux me permettre d'employer le mot catharsis, parce que cette écriture-là me révèle beaucoup de choses de moi-même, et par le fait même ont un effet de libération, parce qu'une fois que c'est nommé, ça peut déjà être guéri, puis avec l'amour que je développe tranquillement, pour moi-même, peut même être guéri définitivement. Quand tu fais, je sais que tu aimes lire en public, quand tu fais tes lectures publiques, est-ce que cette catharsis se produit aussi, ou si on est toujours dans la même veine? Quel est le rapport avec le public, là? C'est important pour toi. Je sais que tu aimes ça lire. Oui, j'aime ça beaucoup. Quand je lis, dans le fond, je cherche à partager avec les autres ce que j'ai découvert. C'est ta motivation profonde. Oui. Et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'entendre quelqu'un me dire « Oui, c'est ces mots-là. Oh, merci, tu as dit les mots sur ce que je sens, sur ce que je vis. » Alors là, je sais que ce travail-là, je le fais comme, pas seulement pour moi-même, mais je le fais pour tout le monde, là, pour que la conscience prenne de la liberté, prenne de la place dans notre vie. J'ai une citation de toi. Ce que j'aime, c'est d'aider à nommer ce qui nous habite en tant qu'être humain. Ah oui, j'ai dit ça. Oui, tu as dit beau, ça. Hein? Bon, alors voilà. Dans cette veine, est-ce qu'il y a des tabous? Est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, justement, même quand on cherche une catharsis, qu'on ne peut pas évoquer quand on écrit? Pour moi, personnellement, je considère qu'il n'y en a pas. Mais ça ne sortira pas peut-être tout d'un coup, parce qu'il y a comme des étapes, des approches que je dois faire de mes propres peurs. Ça, c'est évident. Mais quelque part, je suis reconnaissante à tout mon être, ma conscience et mon corps, de me présenter les choses à des bouchées que je peux prendre. Là, okay. Fait que c'est possible qu'il y a des choses qui sont encore tabous pour moi, mais je les apprivoise peu à peu, dans la mesure de ce que je suis capable de supporter. Et j'ai vraiment une volonté très grande d'aller jusqu'au bout de ça. Alors, ça m'aide à dépasser tous ces tabous-là. Puis une fois nommé, à force de nommer des choses, puis les premières fois, c'est peut-être difficile de nommer certains tabous. Je suis un peu gênée de dire peut-être certaines phrases, mais si je l'ai lu 2 fois, 3 fois, puis que les gens m'ont dit surtout « Ah oui, tu sais, c'est ça que je voulais dire », ben là, après, c'est plus facile. Je me rappelle une phrase, entre autres, et un jour, il fallait bien que je le dise, « Grâce soit rendue à la gourmandise ». Alors, ça a été comme une libération aussi, tu sais, de dire, il y a plein de choses qui sont défendues,
et de les chanter à un moment donné, tu sais, d'en faire comme, ou une ode à moi-même. J'ai déjà fait un hommage à moi-même. Ah. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'ose pas. C'est vrai. Tu sais, comme l'amour de soi, le dire qu'on s'aime, c'est quelque chose qui est tabou aussi, je considère. Parce que qui peut le dire? Tu sais, moi, je m'aime sans avoir peur de passer pour quelqu'un qui est narcissique ou prétentieux, ou tout ce que tu voudras. Est-ce qu'il y a des auteurs, justement, importants pour toi qui ont un peu marqué ta réflexion, ton écriture, ou si ça vient, tout ça, ça vient de toi? Pour ce qui est de rechercher en moi, je peux dire que ça vient de moi. Mais quand je rencontre des auteurs comme Leonard Cohen, par exemple, qui explore un peu son monde aussi avec tous les tabous, oui, je trouve que la première fois que je l'ai entendu, j'ai été éblouie de voir à quel point il disait simplement, il osait dire simplement des choses qu'on ne dit pas d'habitude. Ça m'a confortée, si on peut dire, dans mes démarches. Puis ensuite, il y a plusieurs poètes que... Oui, j'allais t'en parler, les auteurs qui en fait ont fait des textes de chansons, mais à texte. Alors, oui. Alors là-dedans, ben, je te laisse nous en proposer. Il y en a quelques-uns qui t'ont marqué, là. Oui, il y en a quelques-uns, mais il y a aussi des chanteurs comme Léo Ferré et Ferrat qui m'ont appris à découvrir les textes des poètes comme Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Et Aragon dans le Aragon, quand j'ai entendu Aragon la première fois, moi je suis tombée en amour avec la poésie d'Aragon. C'est même le premier le premier poète que j'ai demandé comme cadeau de recevoir un livre de ce poète-là. Puis pour ce qui est des auteurs, des chanteurs à texte, ma première grande émotion poétique, je la dois à Gilles Vigneault dans sa chanson Avec nos yeux, avec nos cœurs, dont nous aurons été humains. C'était tellement beau que c'est vraiment une émotion transcendante que j'ai vécue et un amour qui s'est inconditionnel pour la poésie puis pour cet être-là, Gilles Vigneault. Justement, quand on parle de Gilles Vigneault, on pense à un être de scène et ça m'amène au théâtre. Est-ce qu'il y a en théâtre une pièce qui t'a marqué, qui était importante pour toi? Oui, la première pièce dont je me rappelle, en tout cas, je ne sais pas si c'est la première que j'ai vue, mais j'ai eu la chance de voir joué par Denise Pelletier, Mère Courage, et une pièce de Bertolt Brecht. Et je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi grandiose dans l'expression de ce qu'on vit, dans le cri contre la misère, contre la... J'avais jamais pensé qu'on pouvait atteindre une telle force du cri dans la parole. Et ça m'a vraiment marqué. Toujours en théâtre, parce qu'on parle toujours ici de scène et de gens qui cherchent à régler un problème avec la catharsis, hein, oui. tout à l'heure. Tremblay, notre auteur québécois. Oui, Tremblay, que j'aime beaucoup. Je lui rends hommage. Je ne comprends pas, enfin je peux comprendre, mais à quel point il peut se mettre dans la peau de tous les personnages. Moi j'ai lu son roman qui était l'histoire d'une petite fille de 7 ou 8 ans à l'école des Saints-Anges, je ne me rappelle plus son prénom. Et comment un homme, un écrivain, peut à ce point-là habiter une autre personne au point de dire exactement, moi je lisais ça, puis je me retrouvais enfant, c'était les mêmes émotions, les mêmes peurs, la même vision du monde autour de moi. Je trouve que c'est un magicien, cet homme-là, avec les mots, puis avec la façon de rendre l'essence des personnages. Et puis il y a une chose qui m'a beaucoup touchée aussi, une pièce que j'ai vue de Michel Tremblay, une pièce de théâtre. Je ne me rappelle plus le titre malheureusement, mais c'est sa mère qui lui parlait et qui lui reprochait de l'avoir trahi en transcrivant son personnage dans le théâtre. Et puis, ça m'a touchée parce que j'ai l'impression souvent, quand moi j'écris sur quelqu'un, comme j'ai écrit sur ma mère, j'ai écrit sur une amie qui avait plein de diagnostics de santé mentale, puis j'ai l'impression de trahir les gens, moi aussi.
Puis c'est ce que la mère lui reprochait dans cette pièce de théâtre-là. Parce que, tu sais, je sais bien que je ne peux pas appréhender quelqu'un puis la rendre par mes mots, par mes textes, et que je sais bien que dans le fond, c'est toujours de moi que je parle. Alors, comment j'ose mettre mes mots dans la bouche des autres, c'est une émotion que j'ai été touchée de reconnaître chez un autre auteur. Moi, je vais te demander de nous mettre de l'émotion. Oui. Et on va terminer avec une lecture d'un texte que tu as choisi. Et ben, je te dis merci pour cette entrevue. Alors, merci Richard. À C'était un bientôt. plaisir. À bientôt. Sans importance. Quand donc ne plus chercher, mais trouver dans l'instant toutes les réponses aux questions désormais sans importance? Quand donc ne plus désirer, mais célébrer la danse, l'envol, la confiance? Je peux voler, je peux rire, je peux vous donner la main pour une danse ou pour la vie, ça n'a plus d'importance. Je n'ai plus à retenir l'histoire pour la raconter un jour. Le temps dévolu à la parole ne vaut pas la moindre seconde de présence. Et pourtant, j'aime me parer de mots, comme le vêtement d'une prêtresse dans un temple sacré, de pensée toute puissante, grandeur univers, délivrée du temps, voyageant sur les ondes déployées dans l'infini. Puis, la terre me rappelle à elle, nous nous aimons, nous nous quittons, éternelle respiration tissant les légendes, œuvre hommage à la vie dont les chevaliers fervents ont vaincu toutes les illusions. L'amour existe, nu et triomphant, et moi, je suis son enfant, le fruit de ses débordements. Je suis un moment présent.